Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet génial, donc le rétrofit d'un vibromètre. Cette présentation sera effectuée par Mathis Jacques, Jules Pasquier, Romain Léoté et moi-même. Tout d'abord, nous allons commencer par quelques remerciements. Il faut savoir que nous adressons nos plus sincères remerciements à Monsieur Leroy, qui est le client de ce projet, qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Mais nous le remercions pour son accompagnement, son soutien, ses conseils qui nous ont été très précieux tout au long de ce projet. Il faut savoir que nous remercions également Monsieur Vibert, le directeur de notre projet, pour son aide précieuse et sa disponibilité. Leur contribution, il faut savoir qu'elle a été déterminante pour la réussite de ce projet. Et nous remercions enfin Monsieur Ramal, le directeur de notre formation, pour l'accès à la plateforme. Tout d'abord, pour commencer, on va vous définir ce qu'est un rétrofit. On va faire une présentation du produit, une présentation de l'entreprise cliente, une présentation du fonctionnement, les objectifs du produit, la gestion de l'obsolescence du bar graphe, un chiffrage et nous vous présenterons ensuite la suite de notre projet. Pour ce qui concerne le rétrofit, qu'est-ce qu'un rétrofit ? Sur ce schéma, on peut voir en fait c'est un remplacement de composants anciens ou un remplacement de composants obsolètes sur une carte électronique par exemple, pour trouver des composants plus récents. La plupart du temps, c'est de passer de analogique à numérique en ce qui concerne l'électronique, pour avoir du coup une technologie beaucoup plus récente et beaucoup plus efficace à l'heure actuelle. Alors, pour la partie présentation du produit, notre vibromètre, c'est un système de vibration, de surveillance, qui permet du coup de mesurer les vibrations sur des machines de type lente et des machines tournantes. Pour donner des exemples, ça peut être sur des hélices, des moteurs. On a également, du coup, sur la détection de vibrations, une alarme lorsqu'on a un petit problème sur la machine qui permet d'arrêter par la suite le processus des différentes machines. Les principaux utilisateurs du produit, ce sont les techniciens de maintenance qui sont tout le temps sur le terrain. On a également le lieu d'utilisation du produit, c'est les masses tournantes à forte inertie. Pour la présentation de l'entreprise qui nous a donné ce projet, l'entreprise s'appelle Parker Meggitt, qui a été créée en 1947 sous le nom de Wilson Lace. Ce secteur d'activité, c'est principalement l'aéronautique, la défense, le militaire, l'industrie, l'énergie et l'aérospatiale. Et au niveau de l'implantation, il est dans plus de 30 pays différents, dont la France. Donc moi maintenant, on m'entend ? Oui, donc maintenant je vais vous présenter le fonctionnement du vibromètre et à quoi est-ce qu'il sert exactement. Donc vous pouvez voir ici, on a une masse tournante, donc ça peut être un moteur industriel, ça peut aussi être une turbine. On a un capteur de vibration qui est placé sur l'axe de rotation et ça permet de détecter, de mesurer les imbalances dans la masse. Parce qu'une imbalance, ça va générer des vibrations, et les vibrations, ça va détériorer, et ça peut aussi casser complètement l'installation. Donc on a le capteur qui est relié à l'entrée de notre vibromètre. Et donc ensuite, on a une partie filtre analogique qui permet de faire du traitement du signal. Et ensuite, sur la face avant, on a des réglages de seuil, on a des réglages de gamme qui permettent de choisir à partir de quelle vibration, de quelle valeur on décide d'arrêter. On décide d'arrêter la machine. Et donc on a une partie relais qui permet de couper l'alimentation et qui permet aussi d'actionner des freins pour bloquer la machine et l'empêcher de tourner. Donc les objectifs du projet, donc on a des objectifs importants et ensuite on a un objectif un petit peu plus bonus. On doit remédier à l'obsolescence des composants. On a plusieurs composants qui sont de plus en plus vieux, qui sont compliqués à trouver, qui coûtent de plus en plus cher. On a également un besoin de développer une solution numérique, justement pour pallier à l'obsolescence. On doit conserver le facteur de forme du produit pour pouvoir l'intégrer dans les mêmes boîtiers et aux mêmes endroits sans avoir besoin de développement en plus mécanique. On doit garder l'interface utilisateur pour ne pas avoir besoin
de reformer les techniciens à l'utilisation du produit. Et ensuite, en objectif bonus, on peut diminuer le coût unitaire. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. En ce qui concerne les parties, les points clés du projet, on en a 8. On a d'abord la phase de découverte du produit, lorsqu'on a pu récupérer le produit de base. Puis on a eu la phase de compréhension, ça veut dire qu'on devait éplucher toutes les docs techniques pour voir en fait à quoi correspondait telle ou telle partie du produit. On a eu une recherche d'équivalence, parce que c'est ça qui est peut-être le plus difficile en fait à trouver, c'est la partie où on a des produits assez anciens et on doit trouver en fait qu'est-ce qui pourrait correspondre potentiellement de nouveau en fait ce qui pourrait correspondre à l'heure actuelle. On a également une partie modification des schémas, une partie prototypage des fonctions. On a eu également la partie prototype, on a eu des essais et on a eu une partie production qu'on fera également l'année prochaine. Donc on va prendre pour exemple l'obsolescence du bar graph, qui était un gros problème sur notre projet. Donc on peut voir le bar graph actuel qui est très compliqué à trouver, car c'est un bar graph qui est acheté au commerce actuellement. On a décidé pour ce projet de fabriquer notre propre bar graph avec juste un driver de LED et des LED. Ce bar graph nous revient actuellement à 4,20 € et il a une division du prix par 46 par rapport au bar graph acheté dans le commerce. Donc l'avantage de ce changement nous a permis d'enlever toute la partie analogique que l'on voit entourer à droite, enfin à gauche sur le produit. Il nous a permis aussi de diminuer le prix de la carte mère. Et on est passé du coup sur une partie full analogique à du complètement numérique avec un petit microcontrôleur qui est caché derrière le nouveau produit. On a un coût total qui a été divisé par 4. Et on peut voir que ce produit a été éco-conçu et on en parlera par la suite. Donc là, vous pouvez voir un avant-après du projet. Donc à gauche, on a le produit initial. Donc on peut voir la grosse carte que vous avez pu voir dans la slide précédente. On peut voir aussi tous les câbles qui ont été retirés sur la version finale. Donc on a décidé de séparer tout en 3 cartes. Et ça permet de les connecter avec seulement 2 nappes de connexion. Donc c'est du plug and play, on le branche et en moins d'1 minute, la carte fonctionne. Alors que la précédente, on avait une cinquantaine de câbles à installer manuellement par un opérateur de câblage. On avait également un bar graph qui était mis d'une façon un petit peu bizarre dedans. Pareil, ça prenait du temps. Donc on a réussi à réduire les coûts de main-d'œuvre de production. Également, quasiment toute la carte est en CMS, donc composants montés en surface, qui sont... donc le processus est automatisable avec des machines de pick and place. Et voilà, donc on a réduit le poids aussi de presque un tiers. Donc ça permet de réduire aussi les coûts de transport. Et en plus, on a miniaturisé toute la carte et ça va permettre à terme, pourquoi pas, de réduire la taille du boîtier et donc de réduire les coûts. Parce qu'on est à peu près, pour un boîtier complet, on est à peu près à 1 500 €. Donc si on réussit à diviser la taille par 2, possiblement, on pourrait descendre à 700 € au lieu de 1500. Voilà, donc là, ici, on a toute la partie analogique qui a été condensée ici. Et voilà, et juste ici, on a toute la partie alimentation. En ce qui concerne la partie de la suite du projet, on a 2 grandes parties. On a la partie technique. Alors, on aurait potentiellement l'année prochaine des améliorations, si besoin, avec le client du produit. Et du coup, la partie finalisée avec le client, c'est la partie documentation. Et pour la partie production, on aurait l'objectif de production à l'ESTI avec les différentes machines de la ligne CMS. On aurait l'analyse qualité avec les normes et les documentations. Et on aurait également, pour terminer, la partie simulation d'une supply chain au sein de l'école. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci pour la présentation. Et maintenant, on va aller vers les questions. Est-ce que vous avez des questions? Il a menacé tout le monde. Ok, bah, c'est à moi de poser des questions alors. Est-ce que vous gardez ce projet pour l'année prochaine? Si oui, qu'est-ce que vous pouvez améliorer sur le projet pour l'année prochaine? On en a discuté avec Monsieur Leroy justement. C'est une possibilité. On n'a pas encore. Faut voir si ça rentre dans les demandes de la dernière année du master. Mais il y a des possibilités d'amélioration. D'abord de la fiabilité. On n'a pas encore un projet qui est vraiment mûr, mature. Il y a aussi la possibilité de transformer complètement l'interface par une interface avec des écrans, avec une interface graphique. C'est une possibilité. Et aussi, si jamais on continue le projet et qu'on garde l'interface qu'on a aujourd'hui, le but, ce serait du coup de faire toute la partie production avec la ligne. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, j'aime bien poser une question. Ce n'est pas à vous seulement, mais aussi pour les deux autres groupes qui vont venir après. Si je dois voter pour vous, pourquoi? Parce que Paul est venu en chemise. Parce que, pardon? Ah, il n'y a pas des autres arguments? Je sais pas, c'est un projet qui est concret. C'est un projet moi que je trouve intéressant. Comment dire? C'est un projet qui est vraiment complet. Si on continue l'année prochaine, on aura l'occasion du coup de faire toute la partie. Là, on a fait la partie développement en prenant en compte tout ce qui a été appris pendant nos cours, les cours de développement, les cours d'éco-conception. Ça s'est pas forcément vu dans la présentation, mais c'est des points qu'on a mis en place dans notre démarche de conception, mais on n'a pas vraiment eu le temps de les mettre dedans. Et l'année prochaine, ça nous permettra aussi de continuer, d'aller un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que je trouve le projet intéressant. Okay. Dans 10 secondes, Paul, pourquoi je dois voter pour vous? Voter pour nous par rapport aux autres candidats, ça serait difficile de dire qu'il faut absolument voter pour nous parce que tous les projets sont très intéressants. Après, comme le disait Jules, moi je trouve que notre projet il regroupe bien l'ensemble des 2 années qu'on a passées là jusqu'ici, que ce soit en licence Pastel ou même en master ISC. Il regroupe bien les 2 années qu'on vient d'apprendre et qui met en valeur un petit peu tout ce qu'on a appris. Donc maintenant, plus que l'année prochaine pour finir un petit peu et mettre en application tout ce qu'on aura vu l'année qui suit, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'équipe. Merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, on va passer sur le deuxième projet. Évaluation de procédures alternatives pour la dessiccation des composants MSL. Avec Mathieu, Pierre-Étienne, Maxime et Mathias. C'est à vous. Celui-ci pour avancer la slide. C'est comme ça. C'est dans ce sens-là pour changer les slides. Ok. Allez, c'est un petit peu micro. Je pense pas qu'il y a... Allez, vous avez 10 minutes. Bonjour tout le monde. Je vais introduire notre projet génial qui s'appelle Évaluation de procédures alternatives pour la dessiccation des composants MSL. Alors c'est un peu barbare comme ça, on va essayer de démystifier tout ça. Donc j'ai travaillé sur le projet avec Mathéo Châtel, Pierre-Étienne Moello et Maxime Charpentier. Alors déjà on va regarder un petit peu tous les termes. Quand on parle de composants, ici nous on parle de composants électroniques. Dessiccation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de déshydrater un objet. Et MSL pour Moisture Sensitive Level. Ok. Alors déjà, pourquoi l'humidité peut endommager un composant? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'un composant électronique?
En fait, à l'intérieur d'un composant électronique, le cœur du composant, ça va être la puce de silicium qui va être collée au niveau du substrat. On a ensuite des fils de bonding qui viennent relier la puce de silicium au substrat, et le tout est encapsulé dans une résine. La problématique avec l'humidité qu'on va avoir, c'est que l'humidité ambiante contient, donc l'air ambiant contient de l'eau, et cette eau peut venir s'infiltrer dans le corps des composants. Ensuite, dans le process de fabrication de la carte électronique, à un moment donné, on va avoir besoin de relier mécaniquement et électriquement le composant électronique sur sa carte. Et pour ça, on va utiliser un four de refusion. Et ce four de refusion, il va monter en température et on va passer de 20 à 220 degrés en 4 minutes environ. Le risque avec l'humidité, donc qui est emprisonnée dans le composant, c'est qu'on a un petit effet cocotte-minute et l'humidité va se transformer en vapeur très rapidement et on va venir déformer la matière et on peut avoir ensuite des dégâts qui sont dus à la transformation de l'eau en vapeur avec par exemple un décollement entre le substrat et la puce. Donc le problème ici, donc selon la norme, en fait, on a différentes catégories de composants MSL allant de MSL1 à MSL6. Et chacune de ces catégories explique que le temps passé à l'air libre pour chaque composant est d'un temps différent. Donc si par exemple je prends ici le MSL5A, on peut voir que si le composant est laissé 24 heures à l'air libre, l'humidité comprise dans ce composant, si jamais on passe ce composant dans un four à fusion, comme l'a présenté Mathias, il peut y avoir des fissures de composants ou bien un effet popcorn qui vient endommager le composant. Donc comment éviter du coup ce problème-là avec les composants? Il suffit juste simplement d'étuver les composants qui est selon la norme JSTD de 125 degrés pendant 24 heures. Donc le fait d'avoir un étuvage à 125 degrés et durant 48 heures, ça permet d'évacuer l'humidité tranquillement pour ne pas avoir cet effet justement d'évaporation brutale qui pourrait endommager ensuite les composants. Donc notre objectif pour le projet, c'est d'explorer des alternatives pour optimiser la dessiccation en évaluant plusieurs modifications possibles. Donc voir si on peut optimiser le temps d'étuvage, la température ou bien la méthode, que ça soit d'étuver les composants soit sous vide, soit sous azote, pour réduire les coûts et améliorer la flexibilité industrielle. Donc en fait, cette problématique, le fait de devoir étuver les composants, c'est embêtant pour les industriels. Pourquoi? Parce que parfois on peut se retrouver au milieu d'une production avec des composants qui ont dépassé la date limite d'exposition à l'air ambiant. Et donc on est obligé d'arrêter cette production pour remettre ces composants en étuvage et reprendre la production plus tard. Et c'est ça qui est vraiment très embêtant. Et l'objectif, c'est d'essayer de trouver des manières de gagner du temps, de réduire ces 48 heures et d'essayer d'autres méthodes. Par exemple, au lieu de simplement poser les composants dans un four à 125 degrés pendant 48 heures, on va essayer d'utiliser de l'azote. On va essayer de mettre sous vide pour voir quel est l'impact de ces changements de l'étuvage par rapport à ce que préconise la JSTD. Donc pour ce projet, on a sélectionné plusieurs composants. Donc on a essayé de prendre un large panel de composants électroniques, certains qu'on a pu obtenir à la plateforme. D'ailleurs, on les remercie pour ça. On a essayé de prendre le plus de composants électroniques pour essayer d'avoir une carte électronique la plus industrielle possible, avec différents niveaux MSL. Donc là, on a pris 3 et 4, par exemple. Et le but, ça a été de concevoir une carte avec le budget alloué. Donc du coup, pour l'élaboration d'un plan d'expérience, on a sélectionné différents types de composants. Donc ce qu'on peut voir, c'est que on a des composants MSL 3 et 4. Et donc du coup, on a pris 4 cartes d'expérience. Donc on va appeler véhicules de test.
Et donc sur ces 4 cartes, on a réalisé différents types d'expériences. Donc sur la carte A, on peut voir qu'on a choisi de ne pas réaliser d'étuvage dessus. Sur notre carte B, donc on a fait un étuvage à 125 degrés avec 12 heures d'étuvage sous azote. Sur la carte C, donc on a 125 degrés avec 6 heures d'étuvage avec azote. Et sur notre carte D, donc en 125 degrés toujours, avec 6 heures d'étuvage donc sous vide. Donc pour réaliser nos essais, donc on a suivi le protocole d'expérience suivant. Donc tout d'abord, on a exposé les composants à l'air ambiant avec 65% d'hygrométrie. On a ensuite réalisé un étuvage. Puis un passage dans le four dans lequel du coup les composants étaient scotchés avec un scotch haute température à nos véhicules de test. On a ensuite fait une observation visuelle, voir si on détectait des défauts ou des problèmes sur nos composants. Donc, ensuite, on a fait des tests fonctionnels, un vieillissement accéléré. Après, on a refait une observation visuelle et des tests fonctionnels, voir si les composants étaient OK, si on avait des problèmes, style popcorn ou autre. Et donc, pour cela, nous avons dû étuver nos composants. Donc, en fait, on a placé nos composants dans une machine spécifique qui nous permet donc d'étuver nos composants. Cette machine elle est programmable notamment au niveau de la température et aussi, tout simplement, au niveau de la pression atmosphérique. Donc, soit on fait un étuvage sous vide ou tout simplement sous azote. Cette machine est spécifique, elle a une pression qui peut être en dessous d'1 millibar. Donc pour cela, après la refusion, donc, nous avons inspecté nos différents composants suivant les préconisations de la JSTD 033. Donc on peut voir que, notamment au niveau des microprocesseurs, on peut voir que le package, donc le corps du composant, on peut voir que visuellement, il n'y a pas eu d'impact. Donc ces composants ont été inspectés visuellement au microscope avec un zoom de x94. On peut voir que pour les autres différentes catégories de composants, donc les capteurs de lumière ambiante, les émetteurs infrarouges et aussi les LED, on peut voir que comme ils sont transparents, ça a facilité l'inspection visuelle. On peut voir ici actuellement le fil de wire bonding qui est relié à la puce de silicium, qui est en bon état, qui n'a pas été brisé. On peut voir aussi la colle argent qui est en dessous de la puce de silicium, qui est aussi présente et en bon état. Et donc par la suite, notamment pour le microprocesseur, nous avons dû faire une analyse au rayon X. Donc ça nous a permis de démontrer qu'en fait, à l'intérieur du composant, voir s'il n'avait pas été tout simplement impacté par l'humidité présente dans le composant. Donc on relève que en fait, les fils de wire bonding sont toujours aussi présents. Et pour les autres composants, on remarque aussi, comme le cas antécédent, on peut voir que les composants sont en bon état visuellement. Et c'est pour cela que par la suite, nous avons dû les tester électriquement pour voir leur fonctionnement. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de mettre en place des tests simples pour pouvoir vérifier le fonctionnement des composants. Donc parmi les composants qu'on a utilisés, on avait des LED, donc 2 types de LED. Donc là, le test fonctionnel était très simple. On a utilisé un multimètre en mode test de LED et on a vérifié si les LED s'allumaient ou pas après étuvage et après passage en refusion. On a également utilisé des capteurs de lumière ambiante. Donc pour tester le capteur de lumière ambiante, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé l'impédance aux bornes du capteur et on a tout simplement fait varier la lumière de la loupe binoculaire au-dessus pour regarder si on avait bien l'impédance qui variait en fonction de la luminosité. Pour le capteur infrarouge, pour l'émetteur infrarouge, on a utilisé un petit module Arduino récepteur infrarouge. On a donc alimenté le composant et l'émetteur. On l'a placé juste en face du capteur Arduino. On a regardé l'impédance aux bornes du capteur. On a vérifié si oui ou non on avait une impédance qui variait quand on plaçait l'émetteur en face du récepteur. Donc quand on a réalisé tous les tests, on s'est aperçu qu'on n'avait aucun défaut, que ce soit visuel ou fonctionnel, même sur les composants qui n'ont pas été étuvés.
Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire vieillir ces composants en réalisant des cycles de choc thermique alternés. Donc qu'est-ce que c'est des chocs thermiques alternés? En fait, le principe est simple. On a donc la machine qui est juste ici, avec une chambre chaude qui est à 125 degrés et une chambre froide à moins 55 degrés. Et on a un ascenseur entre les deux, et on va passer le composant d'une chambre à l'autre. Il va rester pendant 1 heure. L'objectif, en fait, c'est de simuler un vieillissement, de simuler une utilisation des composants électroniques. En conclusion, même après le vieillissement, on n'a pas détecté de défauts sur les composants. Donc on en a testé 4 fonctionnellement, parce que le 5e, c'est un microprocesseur, et c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir tester un microprocesseur. Il faut un environnement à côté. Mais on avait bien 4 composants fonctionnels sur 5. Et on pense vraiment que ces résultats ouvrent la voie pour optimiser les processus industriels et de simplifier les protocoles actuels. Parce qu'en fait, là aujourd'hui, on a utilisé des composants, on ne les a pas étuvés, on les a exposés à un air ambiant à 65% et on a vu qu'ils n'étaient pas défectueux. Donc il y a sûrement quelque chose à faire au niveau de cette fameuse JSTD et de la gestion des composants MSL. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer pour les questions. Ils sont où les électroniciens? Non, vous n'avez pas de questions? Allez, vas-y, c'est à toi. On m'entend? Ouais. Merci pour la présentation. Vous pouvez me redire combien vous avez fait d'essais? Comment on a fait quoi? Les Vous essais? avez fait des cycles pour vérifier le MSL? Les Combien vous essais avez fait d'essais? Les essais de vieillissement ou les Ouais, tests non, fonctionnels? les Les tests tests, fonctionnels. Donc pour le capteur de lumière ambiant, on a regardé l'impédance aux bornes du capteur. Oui. On a fait varier la luminosité et on a vu que l'impédance variait en fonction de la luminosité. Moi, je voulais savoir combien de composants vous avez mis en difficulté. En fait, on a, donc là, si on revient sur la slide précédente, donc on était limité en termes de composants parce qu'on a dû les acheter et donc on était limité en termes de coûts. Moi, j'aurais aimé qu'on teste une population beaucoup plus grande. Après, on est dans le cadre d'un projet pédagogique, donc on fait avec les moyens qu'on a et c'était déjà très bien. On a utilisé en fait 9, par exemple si je prends la LED 1, on avait 9 LED par essai et donc on a testé les 9 LED qu'on a stressé et qu'on a utilisé pour la carte A. À chaque fois en fait c'est tous les composants qu'on a testés et visuellement et fonctionnellement. Donc sur une population de 36 composants, c'est ça? Est-ce que vous pensez qu'en recommençant des tests sur une population bien plus grosse, résultats similaires? Alors en fait c'est une très bonne question et c'est une question qu'on nous a aussi posée pendant la présentation. C'est difficile d'y répondre par oui ou par non et il y a un autre point aussi du projet qui moi me semble intéressant et qu'il faut soulever, c'est que nous on a réalisé des tests assez simples. Par exemple on a simplement regardé si la LED elle s'allumait mais on n'est pas allé voir à combien de lumens la LED s'allumait. Peut-être qu'elle a perdu en luminosité. Peut-être aussi qu'elle a perdu en performance. Peut-être qu'au lieu de tenir une température et d'être fonctionnelle entre moins 10 et 50 degrés, peut-être qu'à partir de 0 degré ou de 5 degrés, elle commencera à être dysfonctionnelle. Donc c'est vraiment très difficile à dire pour savoir si oui ou non on aurait les mêmes résultats avec une population plus nombreuse. Et ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, et ce qui est intéressant, je reviens un peu sur la slide précédente, c'est que le nombre de défaillances est quand même très important. Parce qu'on peut avoir des défaillances en plusieurs endroits. On peut avoir une défaillance entre le fil de bonding au niveau de la plage d'accueil du substrat, et là, immédiatement, on aura un fil de bonding qui lâchera.
Et ce sera intéressant, entre guillemets, parce qu'on verra que le composant, il ne sera plus fonctionnel du tout d'un coup. Mais on peut très bien avoir, par exemple, une infiltration d'eau au niveau de la résine, ce qui va provoquer une exposition de la puce de silicium à l'air ambiant, et donc un vieillissement de la puce accéléré qui provoquera des défauts, mais plus longs. Ok, merci. Question rapide en 30 Juste une secondes. question de novice. Il m'avait semblé, ayant regardé les cartes électroniques, surtout pas en expert, mais plutôt en acheteur, chaque composant avait une référence qui s'appelait le MTBF, Mid Time Between Failure. Ça vous dit quelque chose, y compris sur des LED? Alors le MTBF, je pense que je n'ai pas la réponse avec certitude. Je pense que c'est plutôt sur la durée de vie complète du composant. Oui, mais là, vous cherchez des non-conformités, marché on ou off. Oui. C'était intéressant peut-être d'aller chercher le MTBF de ces composants-là, non? Alors en fait, on a pris une approche qui était beaucoup plus globale en réalisant des tests de vieillissement complets sur les composants. Effectivement, on aurait pu rentrer dans la datasheet de chaque composant pour aller regarder le MTBF, pour vérifier est-ce que oui ou non on l'a respecté ou pas, mais c'est difficile parce que la MTBF, elle est peut-être de 3 ans, et le projet, on l'a fait il y a 3 mois. Donc, retester la LED dans 3 ans, on pourrait le faire, mais on n'aurait pas la réponse immédiatement. La finalité, c'est on ou off, on est d'accord? Oui, la finalité, c'était de simuler le vieillissement du composant électronique et de vérifier si oui ou non il était fonctionnel après le test de vieillissement accéléré. Ça marche, c'est une question de feignant. Voilà, j'ai encore dernière question pour 10 secondes. Bonjour, j'ai une petite question. En suivant les résultats de la présentation, est-ce que nous, en tant qu'EMS, donc de production de cartes électroniques, on doit se relâcher sur les contraintes des MSL du coup? Alors, je ne suis pas sûr que vos clients ils soient d'accord. Ça dépend vraiment de chacun. Là, c'est vraiment, ça ouvre la voie. C'est une expérience. C'est-à-dire, nous, on a fait ça, on a vu qu'on n'avait pas de défaut. Donc peut-être que, par exemple, sur les LED, où les tests sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre, en réalisant une qualification, c'est-à-dire en prenant une carte témoin, en réalisant normalement les procédures de dessiccation pour les composants MSL, et avec une autre carte sans réaliser la dessiccation sur les composants, en caractérisant vraiment le sujet, on pourrait dire oui, on peut se passer de faire la dessiccation. Mais ça nécessite d'avoir des essais complémentaires et de prouver au client par A plus B que la JSTD est trop sévère et qu'on peut se passer de faire cet étuvage-là. Merci Mathias. Merci pour la présentation. C'est un projet que je pense que l'année prochaine aussi, on peut aller plus loin dans les tests si en augmentant le nombre de composants à tester. Okay. Merci beaucoup. Super, merci. Alors, on va passer maintenant au troisième projet, analyse des effets rayons X sur les composants électroniques. J'invite Tom, Victor, Quentin et Mathieu. Bonjour à tous, je m'appelle Victor Renouf, je suis accompagné de Tom Siri, Quentin Sautier et Mathieu Pouler. On est en dernière année de Master MLAI, option EISC. Et dans le cadre du projet Génial, on va vous présenter notre étude sur les rayons X et leur effet sur les composants électroniques. Tout au long de l'année, on a été accompagné par Inde Aboussikin, qui est présente. Donc on la remercie déjà pour son accompagnement au cours de ce projet. Dans cette présentation, on va commencer par vous introduire au rayon X, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Ensuite, donc, on viendra parler de notre problématique. Et ensuite, on présentera notre projet, notamment avec les différentes démarches, comme les échanges avec les entreprises qu'on a pu avoir, des mesures de dosimétrie effectuées à la plateforme du campus, et les différentes expériences réalisées.
Et enfin, on finira, on fera une conclusion en évoquant nos résultats et une conclusion générale sur le projet mené. Donc à quoi sert un rayon X? Donc c'est une lumière invisible qui est capable de traverser la matière. Alors à l'œil nu, sur notre composant, on voit qu'il est plein, mais au niveau atomique, on voit qu'il y a plusieurs trous qui séparent les atomes les uns entre les autres. Donc ce composant, on va le prendre, on va le mettre dans notre machine à rayon X, entre ce qui émet les rayons X et notre écran pour observer, notre caméra d'observation. Donc les rayons X, ils vont être envoyés dans un premier temps à travers le patient, ou notre composant électronique dans notre cas. Ils vont transmettre de l'énergie en traversant, donc en passant par les petits trous qu'on peut observer au niveau atomique. Dans ces petits trous, il va y avoir de l'échange d'énergie. Et cet échange d'énergie, elle va créer un contraste que la caméra va pouvoir observer. Et avec un traitement logiciel donc fait par l'ordinateur, on va pouvoir avoir une aperçu de notre carte électronique vue au rayon X. Mais à quoi ça sert? Alors le rayon X, il sert à détecter les défauts internes des composants ou des endroits non accessibles sans détruire le composant ou le corps humain. Donc, si on prend l'exemple des radiographies humaines, donc, on va pouvoir voir qu'un os est cassé ou qu'une dent pousse du mauvais côté ou de la mauvaise façon sans forcément opérer, ouvrir le bras, ouvrir la bouche. Et c'est pareil pour les rayons X, donc on peut observer la brasure qu'il y a entre ce composant et ce PCB, ou alors des fils internes au composant qui sont cassés ou qui se chevauchent. Donc, comme l'a dit Quentin, le domaine où c'est le plus utilisé, c'est l'imagerie médicale, donc pour effectuer des radios pour détecter des corps étrangers dans le corps humain. Pour faire une comparaison, on pourrait dire que le corps humain, c'est une carte électronique et que les organes et les os sont les composants de la carte électronique. Et donc, on sait aussi qu'à force d'être exposé, ça provoque des dangers pour le corps humain. Donc, on a mené notre étude en se demandant si, est-ce que, comme pour le corps humain, les rayons X dégradent les composants électroniques à force de les exposer justement aux inspections dans des machines à rayons X. Du coup, au niveau de notre démarche de travail, comme l'a expliqué mon collègue juste avant, on a d'abord commencé par une partie bibliographique du coup, pour se renseigner sur le sujet de manière générale, donc sur les rayons X, sur la machine à rayons X et aussi sur les effets des composants électroniques, afin d'avoir une meilleure connaissance sur le sujet et pour pouvoir mieux cerner le projet. Du coup. Suite à ça, on a fait des entretiens avec des professionnels, donc ici deux, Sarcel et Trad. Et enfin, on a fait les expérimentations. Donc, passage par la sélection des composants, puis le test de ces composants dans le RX, avec une calcul de radiation émise, et enfin l'analyse de ces résultats et comparaison. Du coup, au niveau des échanges avec les entreprises, on est passé au niveau, on va dire, le plus bas, c'est-à-dire qu'on est parti d'abord d'un industriel, donc les personnes qui sont le plus au contact avec ces problèmes-là, ces personnes qui vont créer des cartes, ces personnes qui vont devoir du coup inspecter ces cartes-là au quotidien, à plusieurs passages du process électronique, et du coup vont les passer forcément plusieurs fois. Donc on a eu une intervention de M. Hervé Daniel, qui est le manager méthode de Sarcel. Donc il nous a permis, pendant cet entretien, de nous parler de plusieurs sujets qu'il avait eu concrètement, et du coup de nous montrer des carrels et de nous indiquer un peu nos recherches. Suite à ça, il nous a aussi du coup indiqué un laboratoire qui s'appelle TRAD. Donc laboratoire, c'est un laboratoire spécialisé dans les rayons X, du coup plus au niveau spatial, au niveau médical, au niveau nucléaire. Donc vraiment les domaines très très à risque et où on ne veut pas avoir de problème. Donc avec M. Christian Chatry qui était le président et M. Jean Payou-Preyer qui était le responsable qualité. Du coup, pour le déroulement des expériences, on a fait le choix des composants. Donc ici qui est de 61 €. Donc on a fait le choix au niveau du projet de faire le test des composants traversants pour une question de testabilité et de faire des composants actifs, tout simplement parce que c'est ceux où il y a le plus de cas. Donc ensuite on a fait la réalisation de la dosimétrie, donc je reviendrai sur ça juste après, puis la réalisation des expériences et le test des composants. Du coup pour la dosimétrie qu'est-ce que c'est? C'est simplement le calcul des radiations. Donc on peut voir ce qu'il y a juste ici, ce petit composant, ça s'appelle un nanodot. C'est un petit composant qui a une puce interne. Et en fait, on va venir le mettre dans la machine de rayon X. Et quand on va venir inspecter avec différents profils, ce composant va venir récupérer du coup la dose de radiation émise. Et après, quand on va venir le mettre dans une machine spéciale, on va pouvoir du coup lire la dose de radiation émise et du coup savoir réellement la radiation qu'on a mis et donc pouvoir mieux voir les effets. Donc à ce niveau-là, on avait du coup 5 nanodots qui ont été offerts par l'entreprise Trad.
Et donc on a décidé de jouer sur les principaux paramètres de la machine RX, c'est-à-dire la hauteur, la tension, le courant. On a aussi décidé de mettre un sur le côté de la machine RX pour vérifier s'il y avait une dissipation entre le milieu de la carte et le côté de la carte. Et enfin le dernier qui sert un peu de témoin et de bruit ambiant. Donc on a utilisé la machine du campus, la Cougar Evo Epsilon que vous avez devant vous pour réaliser toutes nos expériences. Et donc c'est une machine à rayon X qui peut fournir une tension allant de 20 000 à 160 000 volts. Donc ne pas mettre les doigts à l'intérieur. Donc là, on a les différents profils qu'on a pu utiliser pour faire nos expérimentations. Donc comme l'a dit Mathieu, on était basé sur 3 profils différents, enfin 4 nanodots différents, dont un qui reprenait un peu la hauteur minimum. Donc on voit qu'on a une hauteur minimale de 5 cm, donc on est au plus proche du plateau pour utiliser le tube qui va permettre la génération des rayons X, la tension maximale et l'intensité maximale, tout en mettant le reste des paramètres en mode moyen. Donc on a pu recevoir les doses théoriques calculées de la part de Trad avec le RAID. Et du coup, on peut déjà voir, avant de faire les expérimentations et de relever les résultats, qu'on a une dose beaucoup plus élevée en fonction de la hauteur qu'en fonction des autres paramètres. Et donc, comme vous pouvez le voir en bas, on avait prévu un paramétrage moyen, mais au niveau des doses théoriques calculées, on était à peu près sur la même chose que la tension maximum. Donc on a préféré ne pas poursuivre sur cette piste. Donc au niveau des expérimentations, comment ça allait se passer au niveau du process? On a eu plusieurs références de composants, donc 5 références de composants différentes, actives. Donc on a fait une dose d'exposition pour chaque composant, puis 5, puis 10. Donc on a à chaque fois un échantillon de chaque dose exposée, plus un échantillon référentiel qui n'aura jamais été exposé à la machine à rayon X. Et donc pour faire les tests, on va dire de manière plus sereine et plus... on va dire mieux délimité, on a réalisé l'essai sur un composant exposé 10 fois, pour avoir son comportement, non pas à l'instant T, mais sur une moyenne de fonctionnement. Donc là, on peut voir les résultats des nanodots qu'on avait testés et que Mathieu a évoqué juste avant. Donc on voit la courbe bleue qui est la hauteur minimum, qui est beaucoup plus élevée que toutes les autres courbes, donc tous les autres profils. On peut néanmoins voir que la courbe jaune qui correspond à la hauteur minimum, mais avec un composant qui n'est non pas centré au niveau du tube, mais sur une extrémité, est moitié plus faible que la hauteur minimum. Ça nous indique donc que notre machine RX basée au campus ne possède donc pas de collimateur, donc qui permet de condenser les rayons en un seul point. Et donc on a surtout un effet de diffusion. Donc toute la carte est impactée par les rayonnements. Et donc, en fait, si on avait un collimateur, la courbe jaune serait à peu près au niveau de la courbe verte ou même la courbe noire. Donc ensuite, on a pu réaliser les essais et après échange aussi avec Trad sur nos composants. Donc, on a pris le composant le plus sensible, puisqu'on a remarqué par rapport aux résultats des nanodots qu'on est fortement en dessous de la dose nécessaire pour avoir des débuts de dysfonctionnement de composants. Donc là, on est sur un quartz, donc on est plus au niveau des cristals résonateurs qu'on peut voir, ils sont entre 1 et 10 Gray, et nous, on est à peine à 1, donc pas vraiment représentatif. On a quand même réalisé les essais, cependant, nos composants sélectionnés par souci de coût avaient plus ou moins une tolérance élevée. Donc celui-là avait 480 Hz de tolérance minimum-maximum. Donc, ce qui n'a pas donné de résultats concluants par rapport à nos expérimentations. Donc, pour conclure, on sait qu'il y a un besoin grandissant depuis les dernières années dans l'industrie électronique de cartes qui contiennent des composants de plus en plus complexes et qui réalisent des fonctions de plus en plus précises. Mais à force d'avoir des composants, en fait, on les inspecte au rayon X et les altérations provoquées par ces inspections, ça provoque un vrai problème. Et depuis les dernières années, cependant, il y a un gain de maturité sur le sujet et il y a eu l'apparition de filtres internes au RX qui permettent de réduire les radiations émises sur les composants et qui permettent aussi des inspections efficaces en limitant les risques d'altération et donc de problèmes sur ces composants.
Donc pour alerter sur ces composants sensibles au RX, on pourrait imaginer que les fabricants de composants imposent un sigle sur le boîtier du composant, sur le carton d'emballage ou sur la notice, donc le sigle qu'on voit à gauche. Mais ça pose plusieurs problèmes aux fabricants de composants, du coup, surtout au public cible, et notamment par la complexité des tests, donc pour avoir l'information de si le composant est sensible ou non au rayon X. Donc en attendant qu'il y ait une évolution sur ce sujet, il est préférable de protéger vos machines à rayon X pour éviter d'endommager vos composants électroniques et vos cartes électroniques. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation. Comme vous avez vu, hein, ce projet, le projet sur la partie MSL, on ne peut pas donner de réponse directe parce que c'est des études. Et quand, le matin, quand je parlais des projets R&D dans l'industrie, bah, ça, ce qui montre qu'il y a des projets de recherche et développement dans l'industrie et on n'a pas encore les réponses claires. Et nous, comme école, on propose le sujet, mais on ne peut pas tout seul vraiment donner des réponses définitives. Alors, on invite vraiment les laboratoires de recherche dans l'électronique et des matériaux aussi qui nous prennent en contact avec nous afin de donner des réponses claires pour ces types de sujets. Maintenant, 2 ou 3 petites questions. Vous avez parlé des quartz qui seraient les composants les plus sensibles que vous aviez. Est-ce qu'il y a une raison qui fait que ceux-là étaient plus sensibles que les autres ? Au niveau de leur composition, oui, ça vient plus impacter. Et on va dire c'est menant, on a des très hautes fréquences, donc c'est assez menant au niveau d'un système électronique. Donc oui, c'est le composant, de par sa matière et de par sa fonction, qui est plus sensible à ces sujets-là. Mais là, c'est juste dans notre sélection. Sinon, dans les composants actifs, on est beaucoup plus sensible. Ok, merci beaucoup. Ouais, ici. J'ai une question pour vous, c'est une question de novice. Vu votre résultat final, est-ce que quand, par exemple, on prend les transports aériens, quand notre ordinateur passe au rayon X, est-ce que ça peut endommager les composants ? Le temps d'exposition n'est pas suffisant pour, on va dire, impacter les composants de vos ordinateurs, par exemple. Ça passe trop vite et la dose est beaucoup trop faible pour être prise en compte, on va dire. Et niveau durée de vie du matériel, je ne sais pas si vous avez prévu de garder votre ordinateur portable 20 ans, mais à mon avis, ça n'impactera pas, on va dire, le fonctionnement global de votre ordinateur sur une durée de vie générale de 5 à 10 ans. Ouais. Entre votre revue de littérature et votre travail, du coup, est-ce que, je ne sais pas si c'est comparable, mais de comparer la résistance du corps humain et du coup des composants au rayon X, est-ce que le corps humain est plus résistant ou pas ? Alors le corps humain, il est beaucoup plus sensible au rayon X, donc les doses qu'on met dans les radiographies qu'on passe des radios sont complètement différentes des rayons X reçus par les composants. Donc le corps humain est beaucoup plus sensible. Si on est exposé au rayon X, ça peut devenir très dangereux, voire mortel dans beaucoup des cas. Et le corps humain, à défaut des composants, va se régénérer, donc lui peut recevoir plus de doses, mais donc plus de doses moins fortes et dans un certain temps, alors que le composant électronique se régénérera jamais. Les défauts causés par les rayons X seront tout le temps là. Ok, merci. Si je peux ajouter juste une remarque, dans le médical, on a quand même des paramètres qui sont étudiés pour ne pas endommager les êtres humains. Et on peut, comme l'a dit Victor, ajouter des filtres au niveau des machines pour pallier justement à une dose trop forte en venant la diminuer drastiquement. J'aime bien ajouter aussi un point parce que, en fait, le corps humain et les résistances ou n'importe quel autre matériau, ils ont un caractère physique qui s'appelle permittivité. Alors, ça dépend de la permittivité de ce produit, on adapte les doses. Voilà, le corps humain, évidemment, sa permittivité, il est différent, il a besoin d'une dose différente. Mais pour le rayon X, il s'en fout si c'est un corps humain ou c'est un matériau. Le plus important, c'est le paramètre epsilon et le paramètre tangent de perte de produit devant le rayon X. Je peux terminer par une petite question. Christophe ? Oui, ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire. C'est des sujets que j'ai eu l'occasion de regarder il y a une vingtaine d'années avec les gens de Cisco, qui avaient constaté que plus ils mettaient de rayons X dans la chaîne de conception, et plus les composants étaient défiabilisés.
Donc c'est pas un sujet nouveau. Par contre, du coup, je trouve que ça pointe le fait que vous n'avez pas fait beaucoup de recherches académiques et industrielles pour savoir s'il y avait déjà eu des recherches dans le domaine. Et je vous invite à regarder en particulier les deux dernières publications qui portent sur l'impact des rayons X sur les flashs et les FPGA, où il y a de la défiabilisation importante, perte de programmation par exemple des FPGA. Merci pour votre commentaire. On a effectivement eu cette remarque d'Astil Flash quand on a fait la présentation. Donc nous, on s'était vraiment axé sur tout ce qui était traversant. Effectivement, il y a des études qui ont été faites sur tout ce qui est FPGA, mais beaucoup plus compliquées à tester, on va dire, dans notre périphérie campus. Voilà. On aurait pu réaliser une carte électronique, mais on va dire, on préfère laisser ça potentiellement à un prochain groupe. Éventuellement avoir la continuité du projet l'année prochaine. L'année prochaine, le projet va continuer sur tout ce qui est FPGA. Voilà, parce que Astil Flash, ils ont un grand problème sur toute la partie FPGA. Et ils ont acheté des FPGA où ce n'est pas noté qu'ils sont sensibles sur le rayon X. Et ils ont produit des centaines de cartes sans faire attention que les FPGA, ils ont été pétés avec la dose de rayon X. OK, merci beaucoup.